Bonsoir à tous. 6 mois après le grand dialogue national, des attentats se multiplient encore sur le théâtre de la crise anglophone. Des civils sont kidnappés, torturés et exécutés dans des circonstances troubles. Des soldats camerounais payent au prix de leur vie la défense de l'intégrité du territoire national. Cependant, les affres de cette guerre sont bien pires. Elles révèlent de graves violations des droits de l'homme répertoriées et documenté dans les rapports des organisations internationales. Ces fameux rapports rendus publics épinglent à la fois les groupes armés séparatistes et le gouvernement camerounais. Pour le ministre de l'Administration territoriale, ces organisations internationales sont engagées dans un plan de déstabilisation de l'armée camerounaise et des institutions de la République. Leurs rapports sur les violations des droits humains sont aux yeux de Paula Tangandi un tissu de mensonges cousus de fil blanc. Il révèle que certaines organisations non gouvernementales ont perçu 5 milliards de francs CFA pour ternir l'image du Cameroun. Parmi ces ONG incriminées figure le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, accusé de jeter de l'huile sur le feu avec la complicité de certaines radios et télévisions. Les responsables du REDAC ont été sommés de présenter leur rapport d'activité entre 2016 et 2018. En ces heures troubles de la vie politique nationale, ces accusations contre la société civile et certains organes de presse sont-elles fondées? Les promoteurs d'Equinox Télévision, Radio Balafon, Le Quotidien Le Jour et STV et les responsables du REDAC sont-ils des antipatriotes à la solde des puissances étrangères? Entre liberté et responsabilité en temps de crise, quelle attitude le gouvernement, la société civile et les médias doivent adopter pour préserver l'unité nationale et la cohésion sociale? Comment le Cameroun s'est-il retrouvé dans ce climat de suspicion et de surenchère politique? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour Maître Alice Com, la présidente du conseil d'administration du REDAC, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Elle est l'invitée de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Maître Alice Com, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne pouvais pas ne pas l'accepter, compte tenu du contexte. Nous sommes dans le même sac. Ce sac a été préparé par une autorité ministérielle dans lequel on nous met dans le clan de dangereuses personnes ou organisations pour la patrie. On va en parler. Donc, je ne pouvais pas ne pas être là. Et je suis là pour ça. Merci. Pour bien montrer que je suis fière d'appartenir à ce groupe, Equinox, Le Jour, Balafon, STV, parce que ce sont les médias préférés du peuple camerounais. Merci d'avoir accepté cette invitation, Maître Alice Com. Je précise que pour mener à bien cet entretien, je suis en compagnie de Formy Armstrong. Good evening. Good evening, Cedric Nufele. Good evening, Barrister. Thanks for accepting our invitation once again. And good evening to viewers, especially fans of this program, La Vérité en face. It's always nice meeting you. Another moment for us to talk, especially with the renowned barrister. Et juste à côté de vous, Armstrong Formy, Duval Fongwa. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric Nufele. Bonsoir à l'invité, Maître Alice Com. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Maître Alice Com, au lendemain des attentats survenus en Galim et Bamenda, le ministre de l'Administration territoriale regrette le silence des organisations non gouvernementales. Paula Tangandi les accuse ouvertement de publier des rapports à charge contre l'armée camerounaise et les institutions de la République. Parmi ces organisations incriminées figure le REDAC, dont vous êtes la présidente du conseil d'administration, ce réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, cité parmi ces organisations qui déstabilisent le Cameroun à travers leur rapport à charge contre l'armée et contre les institutions de la République du Cameroun en temps de crise et en temps de guerre. Comment réagissez-vous? Tout d'abord, sur la liste des massacres, il y a certes Ngalim, il y a certes Bamenda, mais il ne faut pas oublier Garbou. C'est-à-dire le massacre qui a été perpétré le 14 février
c'est-à-dire moins d'un mois après Galim, dont subitement on ne parle pas, et où il y a eu plus de 30 morts, et dont le ministre ne parle pas. Pour nous, c'est déjà une façon pour le ministre de classer la vie des Camerounais en plusieurs catégories et plusieurs étapes, comme ils le font quand ils gèrent ce pays. C'est-à-dire gérer le pays avec le système de 2 poids et 2 mesures. En ce qui concerne le REDAC, le 8 mars, c'est-à-dire le jour où Galim a eu lieu et les autres massacres, eh bien, nous étions justement en train de porter le deuil des personnes massacrées en Gabou, sur lesquelles Monsieur le ministre n'a pas l'air d'accorder la moindre attention. Nous, le 8 mars, nous étions en noir, c'était la fête, le jour de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous avons dit que nous ne pouvons pas fêter le cœur léger cette journée internationale. Parce que justement, nous étions encore en train de pleurer ceux qui sont morts en Gabou. Or, je soupçonne, et maintenant j'en ai presque la conviction, que si le ministre n'en parle pas, même pas un mois après, mais qu'il cite seulement Galim et Bamenda, je ne sais pas, ça veut dire qu'effectivement, enfin, c'est une reconnaissance tacite de ce que ce ne sont pas les ONG qui sont à l'origine de ce qui s'est passé là-bas, qui ont inventé quoi que ce soit, qui font preuve d'antipatriotisme, mais c'est bien du côté du ministre qu'il faut chercher les coupables de ce massacre. Mais concernant... Ce massacre qui aujourd'hui fait l'objet d'une enquête, enfin, qui a été ordonnée par le chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées. Et c'est justement ce rapport sur la situation, la tragédie survenue en Gabou qui pose problème. Le gouvernement a plusieurs fois indiqué que les différents rapports qui ont été rendus publics par les organisations non gouvernementales sont des rapports erronés, truffés de mensonges sur l'implication supposée de certains éléments de l'armée camerounaise et du manque de volonté du gouvernement de punir des personnes qui seraient impliquées dans ces événements. Le ministre de l'administration territoriale pense que vous, REDAC, vous avez continué à publier des documents qui sont à charge contre le gouvernement, qui sapent le moral des soldats camerounais engagés sur le théâtre de lutte contre le terrorisme, que ce soit à l'extrême nord et surtout dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Maître Alice Combes. Je crois que Monsieur le ministre pose très mal les problèmes. Il est très mal à l'aise d'ailleurs dans cette façon de poser les problèmes parce qu'on sent que les rapports, le contenu des rapports qui sont rendus publics, parce que justement ils n'ont rien à cacher. Parce qu'on n'a pas un passé de menteur comme lui, ou comme le gouvernement. Parce qu'à chaque fois qu'on a dénoncé dans un rapport rendu public, on a eu des réactions je sais pas, de la part du gouvernement. Et c'est parce que ces rapports ont maintenu, ont documenté, ont montré leur professionnalisme, qu'ils ont convaincu des gens qui étaient en plein déni, les gens du gouvernement en plein déni, et qui ont fini par reconnaître qu'effectivement, les rapports des ONG n'étaient pas des rapports mensongers, que la position de déni permanent dans laquelle se réfugie le gouvernement camerounais est ridicule, irresponsable, et fait craindre pour le Cameroun. Déjà, la crédibilité des Camerounais au plus haut niveau en a été écorchée. Vous savez ce que c'est que de ne pas avoir confiance au Cameroun? Les conséquences ne sont pas que ce qu'on peut imaginer là. Elles sont de tous ordres. Un pays qui aujourd'hui est au banc de la communauté internationale, alors qu'il est dirigé par un mendiant. Quand vous êtes un mendiant, vous devez essayer
de mériter la confiance des gens, parce que même quand vous mendiez, si on pense que vous êtes un faux mendiant, on ne va pas vous donner de l'argent, on ne va pas vous aider. Donc la confiance, c'est important. Et s'il y a un qu'on a déjà pris en flagrant délit de mensonge, en flagrant délit de bris de cette confiance, c'est du côté du gouvernement qu'il faut lorgner, pas du côté des ONG. Et cette vision de l'ONG qui veut déstabiliser son pays ou qui veut déstabiliser le Cameroun, il ne faut pas qu'on l'inculque dans la tête du Camerounais. C'est faux. Parce que les ONG sont là, ils ont un statut qui leur a été accordé par l'ONU. L'ONU, c'est-à-dire le Cameroun, qui fait partie de l'ONU. Parce qu'ils doivent être là pour s'assurer que ce qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire l'être humain, c'est-à-dire les droits de l'homme, les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, pour s'assurer que ceux qui gèrent les pays les respectent, parce qu'on ne voit pas comment, étant issus de leur volonté de vous donner le pouvoir et le mandat de les gérer, vous pouvez être celui-là même qui les massacre et qui nie, qui ne veut même pas s'incliner sur les corps des personnes qui sont censées lui avoir donné le pouvoir de gérer leur destin, leur vie, celle des générations de Camerounais qui vont un jour prendre le pouvoir. C'est très grave ce que le ministre a fait là. Maître Je ne sais Aliscom, même pas s'il réalise ce mais qu'il fait. quel crédit accorder au rapport de ces organisations internationales comme le REDAC? Quelles sont les méthodes de collecte des données et de reporting des allégations sur les violations des droits de l'homme que vous avez adoptées pour garantir la fiabilité des informations que vous rendez publiques à travers vos multiples rapports? Vous savez, nous avions prévu au REDAC une conférence de presse mardi qui malheureusement s'est tenue, mais non pas comme on voulait la tenir, c'est-à-dire informer sur la base des informations qu'on avait déjà reçues. On ne peut pas travailler comme le gouvernement, c'est-à-dire qu'il commence d'abord à dire non, ce n'est pas nous, c'est le séparatiste. Nous, on n'est pas partie prenante là-dedans. Il faut bien qu'on le sache. Nous sommes là pour dire hé, il y a un problème. Les droits de l'homme sont massacrés par le gouvernement qui a pris un certain nombre d'engagements vis-à-vis de son peuple en prêtant serment sur la Constitution, mais aussi des engagements sur le plan international qui conditionnent notre relation de pays avec les autres pays de la planète. Alors, lorsqu'on le sait, on ne peut pas accepter qu'à chaque fois qu'il y a un massacre, on constate qu'il y a des gens qui sont morts, ils sont là. Que la première apparition du gouvernement, soit à travers le ministre de la Communication, soit à travers le ministre de l'administration territoriale qui doit avoir cumulé désormais ces deux fonctions, on ne peut pas accepter qu'il commence d'abord par le déni. Ensuite, pour amener de manière forcée le gouvernement à ordonner une enquête. On ne publie pas les résultats comme ils le font avant l'enquête. Il faut déjà savoir ça. Ça ne marche pas. Ça ne rend pas crédible même le résultat de cette enquête. Et vous avez vu comment ils ont tellement mal travaillé que le président vient de les désavouer en disant qu'il faut ordonner une enquête. Il fallait commencer par là. Or, avant que le président ne se prononce, parce qu'il y a eu des interventions extérieures, parce que certainement le président a eu des preuves contraires, irréfutables, il a ordonné une enquête. Et maintenant, cette enquête, après son coup de téléphone avec le président Macron, cette enquête, on la veut juste impartiale. On n'a pas intérêt à inventer des morts, ni à cacher des morts. Barrister, pas du tout. Barrister, nous voulons la vérité. Yes, Barrister, you are talking about truth there and the need for it to be upheld. Now, when the minister says some of the NGOs, including yours, REDAC, and citing others like Human Rights Watch, that they publish fake reports on issues in Cameroon. We want to take the case of Ngabo, for example. When we even want to go at the level of numbers of victims massacred there, we see that the ones advanced by REDAC are different from the ones given by Human Rights, for example. When REDAC say 36 persons were killed, and Human Rights Watch comes to see 24 people were killed. Don't you see a problem there? No, there is no problem.
we don't have the same sources of information. They work on their way, and we work in our way. We have people who give us very serious information about what is happening on the field. You must know that. We don't have the same. The only thing we have in common is the strategy, the way of getting this information at us. The way, the procedures, how we must work through international norms. This is not what the government does. We are very credible because our reports are very seriously examined by very serious institutions around the world who are competent to do that. They are not party in the issue. They are neutral. And they need to have very credible information before giving their own statement. When the minister says, REDAC, for example, and other NGOs have received over 500 billion francs CFA to, that's 5 billion francs CFA to destabilize Cameroon, and in their report, in most cases, the reports of non-governmental organizations implicate the Cameroonian Defense and Security Forces. Is that true, first of all? If that is the case with REDAC, why is it that you guys go most often pointing fingers at the Defense and Security Forces in your reports, be it in the Northwest and Southwest regions or in the Far North region? This is such a big lie that I cannot accept this from someone who is an authority in my country, a member of a government. This is such a big lie that we have decided to take him to court and to come with all his proofs and to show the whole world how we got this money. It's very easy to prove. So we cannot accept this kind of, because it is very dangerous. Someone who thinks that a minister must be someone who knows what he's talking about and know how he presents him to people. He knows how his word has a power, has a weight. Can say, oh, the minister cannot say that if there is nothing. Then he has proofs. Yes, because this is how it must be, which is not, which is such a big lie that I'm ashamed to be a part of this kind of country. You want to take the minister to like court? This. Yes, this will be done next week. If the minister presents proofs that you have received money. Oh, but please, he takes the floor. This is what I want. He must bring and show at the court, because this is where proofs are taken to and examined by a very competent trial, through a very competent trial, equitable one. This is why we must take him to the court. We cannot afford to leave people with such a big lie in their head about REDAC and all the other. This is because our minister, he doesn't care of being credible or not. It is crucial for us to be, yes. Concernant la question des sources de financement, justement, du VAL. Non, peut-être avant de revenir sur la question de financement, je voudrais creuser davantage sur la question que vous avez posée tout à l'heure, qui me semble assez préoccupante. Parce que lorsqu'il y a des dissonances en ce qui concerne les chiffres, le gouvernement a des chiffres, les REDAC a ces chiffres, d'autres organisations publient des chiffres, à la fin, le Camerounais risque de se perdre en se disant, mais finalement, où est la vérité? Peut-être que en expliquant vos méthodes de collecte, le process qui vous permet d'avoir des informations, peut-être que cela permettra d'édifier davantage les uns et les autres sur la façon dont vous collectez ces informations pour les mettre à la disposition des populations. Est-ce qu'il n'y a pas un process, un process qui est une sorte un process standard en matière de collecte d'informations sur les questions de violation des droits de l'homme pour les ONG ou pour toutes les autres organisations? Nous avons toujours des antennes locales qui nous informent sur ce qui se passe sur le terrain, qui vont vers les familles, qui vont sur les lieux, qui recueillent les informations. Un peu comme je vois le professionnalisme de Equinox. J'ai très bien suivi le procès de Mimi Mefo. J'ai vu avec quel professionnalisme elle a rendu compte de ce qu'elle avait vu là-bas. Photos, documents, témoignages, vidéos et tout. On les a
Comment pensez-vous que le REDAC, qui a été la première à lancer l'information sur les bébés qu'on a tués sur le dos de leur maman, comment? Et ça s'est bien avéré exact. Ce sont ces informations qu'on utilise. Et vous pensez vraiment que, parce que c'est le ministre qui a parlé, il va empêcher les gens sur place qui ont perdu un membre de leur famille de nous donner les informations? Parce que le ministre a semblé indiquer qu'eux, ils sont sur le terrain et que certaines organisations se basent sur des... Ce qui est archi faux. C'est lui qui procède comme ça. C'est lui qui pense qu'il n'a aucune obligation de crédibilité et de vérité. Nous, on est tenus. Parce qu'il y va de notre survie. Vous croyez que les organisations comme Amnesty International, prix Nobel de la paix, grande observation, c'est sur les rapports là que la Banque mondiale, le Fonds mondial et toutes ces organisations qui sont des organisations soit partenaires ou le Cameroun est. Vous croyez qu'on peut aller comme ça? Non, oui, non, on ne peut pas. Sinon, on ne vit plus demain matin. Si on n'est pas crédible, on ne vit plus. Et justement, c'est ça c'est un autre aspect. Nous, on n'est pas comme ici, où le ministre de l'administration territoriale peut habiller des momies en disant c'est le Transparency International pour venir crédibiliser une élection, puis oser faire un truc comme ça, où il a décrédibilisé le résultat de l'élection présidentielle. Nous, on n'est pas comme ça. Si on le fait, on disparaît. Lui, il ne disparaît pas, donc il peut continuer. Alors, il y a la question que Armstrong a posée tout à l'heure sur la question du financement. C'est une question importante. Tout le monde a sursauté en apprenant que le REDAC et beaucoup d'autres organisations, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, entre autres, les REDAC, ont perçu 5 milliards de francs CFA pour déstabiliser le Cameroun. Que répondez-vous à cela? C'est tellement énorme que je ne sais même pas par où commencer à vous répondre. Ce qu'il y a, c'est que Monsieur le ministre ment, et hontement, en disant ça. C'est archi faux. Les comptes du REDAC sont là. Ils sont audités tous les jours par ceux qui financent. Vous croyez qu'on peut vous financer sans auditer les comptes? Ceux qui nous financent, les institutions, les fondations, les bailleurs de fonds, l'Union européenne, sont les mêmes qui financent les organisations de Mme Biya. Vous savez ça? On a les mêmes partenaires. Ce sont les mêmes qui financent même l'État du Cameroun. Les mêmes. Et c'est leur façon à elles d'aider le Cameroun pour soigner les fléaux, pour installer la bonne gouvernance, sur des programmes qu'ils ont établis, pour faire avancer la démocratie sous toutes ses formes. Vous croyez qu'ils n'ont... C'est les mêmes qui nous financent. Et quand on vous donne un financement, c'est pour une activité qui va dans le sens du renforcement de l'état de droit, du renforcement de la démocratie, du renforcement du respect des libertés. Vous croyez qu'ils vont vous financer comme ça? C'est pour exécuter cela et pour renforcer l'action du gouvernement qui ne peut pas tout faire. Mais en lisant entre les lignes du discours et des déclarations du ministre, il s'agirait des financements occultes. Mais ça ne peut pas être occulte. Alors, puisqu'il n'est plus occulte et qu'il y a les preuves, Monsieur le ministre, please, bring them. Publiez-les rapidement. Vous croyez qu'il aurait commencé par ce discours s'il avait les preuves? Mais il aurait fermé tout de suite. Et il aurait raison. Il aurait raison. Ça aurait été meilleur peut-être pour les REDAC. Oui. Enfin, je ne sais pas si oui, vous y avez pensé. Une preuve pareille, oui. Surtout dans le but de déstabiliser le pays. Mais comme ils ont tout confisqué, tous les pouvoirs et même tout le pays, ils pensent que le Cameroun, c'est plus eux que nous. Monsieur le Président, Monsieur le ministre paye combien d'impôts? Combien il contribue ici à aider les gens? À aider les Camerounais? Transparence. Pour être plus patriote que qui? Plus Camerounais que qui? Plus propriétaire du Cameroun que qui? Okay. Monsieur le ministre, dites-nous, vous êtes patriote? Si on ne vous paye pas, vous serez ministre. Si on ne continue pas à vous donner ces avantages et ce pouvoir, vous ne diriez même pas un mot de gentil sur le Cameroun. Nous, on le fait, pas parce que le pays nous paye. Non, c'est parce qu'on doit apporter. On contribue, on fabrique. Vous avez déclenché une guerre sans vous soucier des conséquences. Imaginez, moi, je suis une mère de famille. Imaginez. J'ai 5 000 francs pour nourrir la maison. Je vais au marché. J'achète d'abord les couteaux pour le cas où un enfant me désobéirait.
Ce qui reste ne me suffit pas à acheter de quoi les nourrir. Je serais quel type de maman? Dites-moi. C'est ce qu'ils ont fait. Pour déclencher une guerre qui va te demander d'aller piocher dans les fonds qui sont là pour nourrir, soigner les enfants, payer leur école, payer l'électricité, payer l'eau pour qu'ils vivent. Et vous les mettez dans l'achat de fusils et des cartouches pour tuer ses autres frères ou vos autres enfants. Mais c'est de là que part c'est de ça. Et il n'y a pas moins, il n'y a pas plus criminalo-patriotique que ça. Mais le gouvernement et Je certains de ses ministres il ne faut pas mélanger les choses. estiment qu'en temps de crise, Quelle crise? Qui a les provoqué la populations crise? doivent se ranger derrière le chef Derrière de l'État le chef de l'État? et le soutenir dans le cadre de cette guerre. Il Que faut d'abord pensez-vous que le de chef cette de l'État attitude pense. que Il faut suggère déjà que le ministre chef de l'État se rappelle le serment qu'il a. Assurer la sécurité. Il a assuré la sécurité et les enfants ne vont pas à l'école. Et les professeurs ne vont pas à l'école. Et tout le monde déserte. Et si les militaires avaient le choix, croyez-moi, moi j'ai des enfants qui sont dans l'armée. Ils ne sont pas heureux. Ils savent très bien qu'ils tirent sur les leurs, qu'ils tuent les leurs, qu'ils ne leur ont rien fait. Sinon, vous pensez que les villes mortes seraient suivies là-bas? C'est pas faute d'avoir des fusils. Mais le chef de l'État... Mais c'est parce qu'on sait que ce sont nos frères, ils ne nous ont rien fait. Et à la limite, ils savent que nous défendons les mêmes causes, que nous subissons les mêmes problèmes, les mêmes affres de décisions prises à la légère, de manière criminelle. Ils le savent. Les militaires sont malheureux. C'est une guerre qu'ils ne veulent pas. Mais dans l'armée, qu'est-ce que vous faites? Psychologiquement, ils sont détruits. Mais pour le gouvernement, ils sont là pour défendre l'intégrité du territoire national. Quel territoire? C'est Lutter leur contre territoire. les séparatistes C'est leur terroristes territoire. dans ces régions Pour du le moment, nord-ouest et sud-ouest. pour le moment, on ne leur a pas donné la séparation. Ils sont camerounais. C'est leur territoire. Autant que c'est le territoire de M. le ministre. C'est leur territoire. C'est contraire les mauvaises décisions qui sont en train de faire en sorte que, aujourd'hui, nous qui n'étions pas pour le séparatisme, et il y en a beaucoup là-bas, et le bébé qu'on a tiré sur le dos, et les autres enfants qu'on a tués, vous croyez qu'ils étaient séparatistes? Maître Alice Rom, lorsque vous Pourquoi? exprimez Non, ainsi, expliquez-moi, vous est-ce donnez le qu'ils étaient sentiment, séparatistes? justement, au ministre de l'administration territoriale, que vous êtes en train de soutenir ces mouvements armés qui sont observés dans cette région du nord-ouest et du sud-ouest. Le fait pour vous de dire ainsi que ces jeunes qui sont en train de mener ces mouvements de guerre dans les régions anglophones ont aussi le droit de pouvoir s'exprimer ainsi. Est-ce que cela ne démontre pas que vous êtes en train d'apporter votre caution à ce mouvement séparatiste armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? C'est pas cela que vous reprochez? Vous savez, quand on avait dit, si on était si écouté, c'est le président de la République qui nous aurait dû nous exécuter depuis longtemps. Parce que quand il a commencé cette histoire-là, il n'y avait pas de séparatistes armés. C'est lui qui a commencé à régler ça par les armes. C'est pas moi. Or, lui, le président, la relation que nous avons, nous, le peuple, avec lui interdit de prendre les armes contre nous, ou quelques-uns d'entre nous. Il ne faut pas oublier ça. Il faut partir de là. Il faut partir de ce que la sécurité des personnes et des biens, l'intégrité territoriale, c'est contre l'ennemi extérieur. Quand vous vous embourbez comme ça, à commencer à tirer sur vos frères, sur vos enfants, à l'intérieur de la même maison, vous attendez à quoi? Mais que doit faire l'État face doit arrêter aux cette guerre. populations qui prennent aussi L'État des armes il doit arrêter cette pour guerre. tuer des soldats, tuer des policiers? Il doit arrêter cette guerre, c'est compris? Il doit arrêter cette guerre. S'il a commencé, il doit le terminer. Il doit l'arrêter. Il doit aujourd'hui mettre son ego de côté, mettre son amour propre de côté et dire, je ne peux pas continuer comme ça. Vous vous rappelez dans Genèse, vous qui êtes des chrétiens invétérés, fils de ceci, fils de cela, de catéchistes et j'en passe. Quand Abraham a su que le bon Dieu allait détruire, je ne sais pas où, il lui a dit, hé, Seigneur, si là-bas tu trouves qu'il y a 10 justes qui sont avec toi, tu vas détruire quand même tout le pays? Lisez Genèse, il va vous dire qu'il a dit non. Le Dieu a dit non. Si tu ne trouves qu'un seul, il a dit je ne détruirai pas. Voilà ce que j'attends du président de la République du Cameroun. Dans un procès comme ça, qui mette de côté son ego. Ce n'est pas un problème d'amour propre individuel. Le pays est en danger. Nous ne mangeons plus. Nous n'avons plus de l'argent. Nous ne créons plus rien.
Parce qu'il n'y a pas que les armes. Si on meurt de faim, si on perd notre dignité, à venir se prostituer ici, à 15 ans, 20 ans, pour vivre, c'est encore un peuple ça? Après lui, il va laisser quel peuple? Il va laisser quoi au Cameroun? Le Camerounais sera quoi? Rien. Ce n'est pas possible. Dites-lui non. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez, je viendrai me mettre à genoux et je vais vous arrêter le bras. Je dis, arrêtez cette guerre. Parce que c'est mon rôle. That the government of Cameroon has opted for... Je vais me mettre à genoux, Monsieur le Président. Je vais dire à ma fille Chantal, viens avec moi, accompagne-moi. Je vais le supplier d'arrêter cette guerre. C'est lui qui l'a commencé. C'est lui le chef suprême des armées. C'est lui le président de la République du Cameroun. C'est lui le président de tous les Camerounais. On le dit, père de la nation. Arrêtons-nous les mamans, vous, moi, tout le monde. Arrêtons-lui le bras et disons-lui, s'il te plaît Seigneur, arrête le feu. S'il vous plaît. Maître Aliscom, dans la stratégie du chef de l'État, dans ses discours, il a plusieurs fois appelé ces jeunes à déposer les armes et à intégrer les comités de désarmement, de démobilisation, de réintégration, en leur promettant que rien ne leur sera opposé, que ce soit sur le plan judiciaire ou alors les armes à feu des soldats camerounais. Mais pour ceux qui persistent dans la voie qu'ils ont choisie, feront face à la rigueur de l'armée camerounaise. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une initiative du chef de l'État qui montre une volonté d'aller vers la fin des hostilités en demandant à ces jeunes de déposer les armes? Non. C'est pas comme ça. On ne fait pas comme ça avec des êtres humains qui partagent la même humanité que vous, qui partagent le même pays que vous, la même patrie, le même drapeau. Le président de la République dit déposer les armes. Il n'a pas encore sécurisé. Il n'a pas travaillé sur la confiance qui doit revenir. Il n'a pas travaillé sur sa capacité à assurer la sécurité de tout le monde. Vous dites ça à quelqu'un, il n'est pas fou. Il ne viendra pas. C'est comme si vous vouliez attirer un chien en lui brandissant un bâton. Il y a quand même un petit peu de psychologie à faire là. Sur le principe, je suis d'accord que tout le monde dépose les armes. Que les enfants déposent les armes. Si je leur dis maintenant déposez vos armes, je vais aller assurer leur sécurité là-bas? Je ne pourrais pas. Ce n'est pas moi. Il doit d'abord les mettre en confiance. Parce que ça fait 3 ans, 4 ans. Parmi eux, il y en a qui ont perdu mère, père, grand-père, frère, soeur. Ils sont seuls, en vivant. Ou les autres ont pu fuir, ils font la prostitution ici à Bonabéry. Personne ne va plus à l'école. Vous voulez leur dire déposer les armes? Vous ne pensez pas qu'une simple petite étude de la psychologie humaine vous amène d'abord à calmer, à poser des actes d'apaisement? Ce n'est pas le cas. Parce que quand on voit ce que dit M. le ministre Atangandji, la confiance ne peut pas revenir. Si ces enfants venaient me demander, maman, on dépose les armes, je ne serais pas capable de leur dire oui. Ce serait de la trahison de ma part. Parce que c'est un traquenard. Je ne peux pas garantir leur sécurité. Au sein du gouvernement, on estime que ce discours que vous tenez est anti-patriote, que d'aucuns devraient être rangés aux côtés du gouvernement et l'armée camerounaise face à ceux qui demandent la séparation en prenant les armes, et qu'il faut être patriote en épousant la ligne de conduite édictée par le président de la République du Cameroun sur ce problème précis dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Que pensez-vous d'un tel patriotisme que suggèrent certains membres du gouvernement? C'est de l'antipatriotisme, tout simplement. Ça n'a pas de sens, c'est de la folie de faire ça. De se dire, moi je suis patriote parce que je dis au président, tuons-les. Nous n'arrivons qu'à écouter tous ceux qui sont autour du président. Ils sont contents de voir des têtes coupées. Du moment que ces têtes sont coupées par l'armée, moi je ne suis pas dans cette posture. L'armée n'a jamais reconnu de tels actes, oui, d'accord, mais Maître bon. Aliscom. Oui, d'accord, mais Elle accuse plutôt l'autre camp d'être responsable de nombreux meurtres et attentats contre les soldats et les policiers. Sauf que l'État est partie prenante, il est parti au procès. Donc il se défend avec ses arguments, les autres aussi se défendent. Moi je ne suis pas partie prenante. Pour le moment, la guerre c'est au nord-ouest et au sud-ouest. Comprenez? Le président n'a même pas fait un petit effort pour inclure ces gens-là dans les élections qui viennent de passer. C'était simple. C'était tout simple.
ce geste-là d'apaisement à l'occasion des élections qu'il a organisées avec Election, où dans chaque carte d'électeur, c'est marqué paix, travail, patrie. Donc, il devait s'engouffrer là-dedans et dire, je fais d'abord la paix. La carte d'électeur porte ça. Parce que chacun regarde sa carte d'électeur. Ça veut dire qu'il y avait un travail préalable à faire. Un travail de paix. Un travail de la patrie. Ils ne l'ont pas fait. No, the government actually, their polling station, the open elections in the Northwest region. Barrister, before I actually come to this point, there was something I wanted to know from you. Because when you said that the minister in his declaration is lying and shamefully lying that you are receiving money to destabilize Cameroon, and Cameroonians are watching and listening to you, what interest does the minister has in accusing international non-governmental organizations wrongly? What interest does he have? D'abord, il faut lui poser la question. Moi, je ne suis pas là pour répondre pour lui. Je me pose la question, tellement c'est gros, puisque je sais qu'on n'a pas touché un franc. Encore moins toucher de l'argent pour déstabiliser le pays dans lequel je vis depuis 75 ans. Et où j'ai choisi délibérément de venir vivre. Et de mettre ma progéniture ici. J'avais le choix. Je l'ai toujours. D'accord? Bon. Ce n'est pas... je ne suis pas partie prenante, je ne suis pas sécessionniste, je ne suis même pas anglophone, ni rien, mais j'observe. Et j'observe, je suis un observateur averti. Je connais le rôle, les devoirs, les droits de chacune des parties vis-à-vis à la loi qui gère notre relation commune. Et je sais qu'ils violent la loi. Ce ne sont pas les séparatistes. À la limite, si j'étais juge, je dirais qu'ils sont en état de légitime défense. Parce que là-bas, il n'y a pas que les séparatistes qu'on tue, ni d'un côté ni de l'autre. Et qui a la responsabilité de veiller à ce qu'aucune goutte de sang de quelque Camerounais que ce soit ne coule? S'il y a un problème de violation des règles, de la loi, du code pénal, de la loi internationale, il y a des tribunaux pour ça. Oui. Les NAM a formé des magistrats pour regarder, permettre à chacun de se défendre et décider. Mais le problème qui nous embête aujourd'hui, c'est que ce système, le régime du président Biya, c'est un régime de totalitarisme absolu, où on a abattu les murs de la séparation des pouvoirs. So où le ministre pense que... You are focused on the bad side of the government. You have the same sources, like, let me just say, the United Nations. If actually they give REDAC some money to do their work, they also help the government to finance democratic activities in Cameroon. Now, the government has as interest to show the United Nations and other financial partners that they are working very well in line to build a better democracy. Apparently, you at the level of REDAC have as interest to show the negative side, to show your financial, the international community or those who pay you, that the democracy is not on the right track. In Cameroon, for example, is that true? Democracy is a fact. It's a lot of facts put together. If you practice democracy, it is seen. So, it is not a question of romance or, dreams. Ce sont des faits. And facts, you don't argue the facts. So, and what the facts shows us, human rights are something, unicity of human rights. You cannot be a good protector of human rights if you organize election without making sure that we have peace in the country, so that you must allow any Cameroonian to cast his vote and say, we chose this person to take to be in charge of our life. It's the facts. So, if Mr. Minister is so sure of what he is asserting, we will be waiting him at the court to bring all a train or a plane of proofs. It must be possible for him. Easy. Now, my last question is, my last word is, yes. You keep saying that the government of Cameroon is on the wrong track
that is choosing the military option to the crisis Yes. in Northwest. It's a very wrong strategy. Very wrong. You said the creating of the disarmament, demobilization and reintegration center and the call for the armed separatists to drop their arms is a very wrong call. Yeah. That's what you said. Yes. Now, what is the right thing to do in order to end the crisis? We, REDAC, we have proposed a lot of measures, as we did it in SCR, as we helped to do The it Central African Republic. yes, in RDC. Yes. We are consulted in this kind of situation of crisis in our neighbors' country. Yes, we used to be a part of finding solutions to bring back peace, to bring back all the people of the same country. What did you do? Tell us specifically, how do you do it? We have a lot of propositions we make, solutions we propose, and they were adopted, and we have some results. You see, we contribute a lot in what is happening in RCA, so that peace is coming back. Elections are organized, and it's working comparatively with how many years ago, how many years behind. Yes, about 5 years ago. Yes. The situation. REDAC was one of the consultants in these countries. And they are heard and they believe in our willing of working for peace, being at the side of the government and all the parties to bring, the stakeholders, to bring peace. But in our country, nobody can call us in this kind of discussion. We were not invited in. I received an invitation to what you call the Grand Dialogue. They asked me to go to Yaoundé to pick up my ticket, my invitation, on Friday afternoon, to make sure that I'll be in Yaoundé at this Grand Dialogue on Monday morning, which was not acceptable. I was not invited. REDAC was not. So this is the difference. When you see that in our country, we are seen as enemies of the country by those who serve us, who are paid to serve us peacefully. Alors, Maître Iscom, sur les solutions que le REDAC a suggérées pour la fin de la crise anglophone et qui ont été rappelées récemment au cours d'un point de presse, on a parlé de déclarer solennellement et sans délai un cessez-le-feu. Vous avez parlé de libérer purement et simplement Ayoub Tabé et tous ceux qui mettre en place une commission mixte pour faire une enquête sur les crimes graves et surtout mettre en place une commission vérité, justice et réconciliation. Oui, voilà ce qu'on a proposé. Lorsqu'on écoute, on a le sentiment que c'est pratiquement irréalisable. Quand vous parlez de déclarer solennellement et sans délai un cessez-le-feu, cessez-le-feu comment? Ils savent ce que c'est, hein? Un cessez-le-feu. Oui. On prend son dictionnaire, on sait ce que c'est qu'un cessez-le-feu. C'est pas moi qui ordonne un cessez-le-feu. C'est ce que vous proposez? Mais on n'a fait que faire, oui. Mais personne, tout ça, quand on envoie ça là-bas, ils mettent dans la poubelle. Hein. Il faut bien comprendre le contenu, puisque vous avez indiqué vous-même tout à l'heure que si ces séparatistes venaient à vous demander conseil. Oui, que allez déposer vos armes, moi je ne peux pas leur dire ça. Après, qui va assurer leur sécurité? Et donc, puisque je sais que le gouvernement n'est pas sincère. Et donc c'est le feu. Il ment, il refuse la vérité, il ne regarde pas. Ce que nous voyons, nous tous, ils déforment ça. Et ils cherchent des boucs émissaires dans le REDAC. Mais Maître Aliscom, comment vous parlez de légitime défense de la part de ces groupes armés alors que l'on sait que le Cameroun est un État unitaire et que ces groupes ne sont pas reconnus ni sur le plan national ni sur le plan international? On sait que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest font partie intégrante du Cameroun et que le président de la République estime qu'il faut défendre l'intégrité du territoire national face à des entrepreneurs de guerre. C'est ainsi qu'il les qualifie, ces différents mouvements observés dans ces régions. Ils n'ont pas déclaré la guerre en 2016, quand ça a commencé. Ils n'ont pas, il faut voir là où on a... Eux-mêmes ont l'habitude de dire, il faut voir là où tu as culbuté, c'est ça? Pas là où tu es tombé. Trébuché. Trébuché, voilà. C'est seulement ce qu'il faut. Un observateur qui sait depuis le début comment ça a commencé, il verra bien que les demandes de sécession
par des personnes minoritaires d'ailleurs à l'époque, n'étaient pas armés. Qui a amené les armes là-bas? C'est les va-t-en-guerre comme le ministre actuel. Il était chargé de la sécurité. Je crois qu'il occupe un poste très important dans les services de sécurité du Cameroun. C'est eux qui ont amené l'État à rentrer dans cette sale guerre, qui est une guerre contre les nôtres et qui aura du mal à finir. Parce que là-dedans, le soldat qui meurt n'est pas différent du civil qu'on a tué. Pour moi, c'est tous mes enfants. Ce sont tous des compatriotes. Les partisans du régime vous opposent le fait que vous êtes en train de mettre au même pied d'égalité les soldats camerounais et ces groupes armés séparatistes, non, justement, parlant de cesser le feu. Justement, on ne les met pas sur un même pied d'égalité. On veut quelqu'un qui est en haut et qui regarde les choses d'en haut. Qui est-ce qui dirige tout le Cameroun? C'est pas moi. C'est pas les séparatistes, c'est le président de la République. C'est lui qui doit chercher les solutions les plus pacifiques et qui doit avoir à cœur la vie d'un Camerounais, quel qu'il soit. Il doit poser des actes qui montrent clairement que tous ces gens-là sont des Camerounais. Et que quand il a prêté serment, il n'a pas dit « je prête serment sur une constitution qui ne concerne pas les anglophones ». Il a maintenu que c'est un État unitaire. Et qui c'est un État unitaire, il doit les prendre en compte. Il ne doit pas les considérer comme des ennemis qui viennent de l'extérieur, qui menacent le pays. Non, il doit rester dans sa posture de chef de tous les Camerounais, soucieux de la vie de chacun d'entre eux, dans les décisions qu'il prend. Mais à chaque fois qu'il prend une décision, c'est pour séparer. C'est pour dire, il y a les Camerounais qui sont des sécessionnistes. À l'époque, les gens, là-bas, du côté du Nozo, ont dit, mais vous êtes en train d'alimenter la thèse des sécessionnistes contre les modérés que nous sommes. Nous ne voulons pas la sécession. Mais du coup, les actes que vous posez ont eu pour effet d'éteindre et d'augmenter le volume des sécessionnistes. Maintenant, on ne sait plus quoi faire. On a arrêté Maître Aboukbala et tous ceux qui étaient absolument contre la sécession. Aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale estime que le REDAC et certains organes de presse sont en train de jeter de l'huile sur le feu. En ce moment-ci où le Cameroun a besoin d'aller vers l'apaisement. C'est lui qui jette de l'huile sur le feu. Il fait exactement comme les Japonais ont fait en allant provoquer les Américains à Pearl Harbor pendant qu'ils sirotaient leur jus de fruits dans les plages à Pearl Harbor. Ils sont en train de faire la même chose. Je ne sais pas qui conseille le président, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Nous avons le même objectif de paix, mais ce n'est pas cette voie-là qu'il faut. Qu'est-ce que vous reprochez à l'attitude de ce membre du gouvernement? Ce que je lui reproche, c'est de ne pas savoir que il est là parce qu'il est nommé par une personnalité, le président de la République, que nous avons mis là pour nous servir dans la sécurité, dans la paix, nous permettre de nous développer dans un pays en paix, se lever le matin, assurer notre sécurité. Nous payons pour ça, payons les impôts. Il a accès à toutes nos richesses pour cet objectif-là. Il s'en est éloigné. Quand il fait les élections en plus, il fait comme si on était deux Cameroun. Vous ne comprenez pas? Ce sont des actes qui sont parlants. Ils sont parlants. Et sur lesquels je ne peux pas discuter. Je ne peux pas dire que je vais les interpréter autrement que comme des actes de sécession majeurs, officiels. Or, nous, on est contre la sécession. Mais si à chaque fois qu'il pose un acte antisécessionniste, je ne me reconnais pas là. Je vois plutôt que c'est un acte de sécession. Comment je peux être derrière lui? Je ne peux pas. Je ne peux pas être derrière le président. Parce qu'il est en train de s'éloigner de son serment. Mais c'est lui qui personnifie. Il y a eu une session extraordinaire du Parlement avec une nouvelle loi des collectivités territoriales décentralisées, un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le président de la République a présenté ça comme un joker pour ces populations et répondre à leurs aspirations profondes de développement local. Est-ce que c'est là une réponse idoine? D'aucuns estiment que c'est une volonté politique du chef de l'État d'aller vers une résolution pacifique de la crise anglophone. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Pas du tout. Non, non. À chaque fois que le président pose un acte, c'est dommage. Ce n'est pas un acte sincère. Ça ne va pas dans la bonne direction. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il nous écoute aussi?
qu'on essaye de le convaincre que ce n'est pas la bonne voie. Nous voulons croire que l'issue, l'arrivée, c'est la paix, mais nous voulons lui démontrer, preuve à l'appui, que ce n'est pas la voie qu'il faut prendre. Mais depuis qu'on vous écoute, Maître Alice, on a le sentiment que depuis le début de la crise anglophone, le président de la République du Cameroun s'est trompé complètement sur toute la ligne. Oui. Il y a de votre point de vue aucun acte que le chef de l'État ait posé dans le sens de la résolution de cette crise-là? Oui, aucun. Non, aucun. Mais ça paraît extrême. Mais parce que quand vous prenez un sens interdit, la plaque est là, vous prenez un sens interdit, et bien, si vous arrive un pépin en face, vous avez automatiquement tort. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Si vous brûlez un feu rouge, même si l'autre personne était à vitesse ou je ne sais pas quoi, vous avez brûlé un feu rouge, vous avez automatiquement tort. Bon, si vous avez activé le double clignotant. Je dis que vous avez tort. Parce que le sens interdit, c'est un sens interdit. Si vous l'avez pris dès le départ, ne soyez pas surpris que le résultat, l'arrivée, soit... Non, enfin, je voulais parler des questions d'urgence. Moi, je vous explique. C'est des êtres humains. Il y a des règles. Si vous commencez à les violer, alors que vous avez prêté serment de les respecter. Si on vous prend en train de mentir, en train de faire des choses qui ne vont pas dans le sens, vous dites, je vais organiser le grand dialogue. Grand, c'est mis pour qui? Moi, je sais qu'à l'époque, j'ai été invité chez vos collègues de RFI, avec le ministre Ovona, pour pouvoir dire, mais voilà le grand dialogue, comment vous voyez ça, quels sont vos espoirs? Et j'ai posé la question, est-ce que les chefs de parti que vous dites avoir invités, mais qui sont actuellement sous main de justice, parce qu'à l'époque, le président Kamto était en prison, pas seulement lui, mais tout son staff était en prison. Je dis, est-ce que vous allez le sortir? Le ministre Ovona, reprenez l'émission. Pas du tout. On ne les a pas invités. Et on vous dit inclusif. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Si vous dites inclusif, invitez-les au fameux grand dialogue. Ils n'ont pas été invités. Et surtout, il faut les extraire. Puisque le parti de Maurice Kamto avait le droit de dire, nous allons assister, nous allons y être représentés par M. Maurice Kamto, qui n'était pas encore condamné, qui bénéficiait de la présomption d'innocence et qui pouvait être extrait, qui devait être extrait pour participer. On ne lui a pas donné l'occasion de montrer qu'il voulait contribuer, puisqu'ils ont refusé de les inviter maintenant. Il y a quand même près de 600 personnalités qui ont répondu à l'invitation du Premier ministre, coordonnateur de ce grand dialogue national. Oui, des morceaux Est-ce que choisis. cela ne montre pas une adhésion Cela à un projet de chef de l'État? Non, cela ne montre pas l'inclusion dont on veut nous... Il n'y a pas d'inclusion. Puisque vous laissez des gens dehors. Vous les laissez, tout le monde voit. Donc vous n'incluez pas. Ne me dites pas que inclusif, ça veut dire que c'est le nombre de personnes que vous avez invitées. Moi, je vous montre que tous les partis politiques ont été invités, sauf... Et c'était clair. Et pas n'importe lequel qui n'était pas invité. C'était quand même le parti numéro 2 d'arriver aux élections présidentielles. Vous pensez que ce sont des actes qui sont de nature à... Et vous dites que c'est inclusif. Ça veut dire que vous êtes allé chercher vos genres de transparence internationale, c'est des faux, comme vous avez l'habitude de faire. Ne croyez pas qu'on ne sait pas analyser ça. Ou qu'on n'a pas votre extrait de casier judiciaire, où vous avez déjà fait ça, mais en faisant semblant, en utilisant des doublons, en utilisant le placebo. Alors, si vous procédez de cette manière-là, ne venez pas nous forcer à croire à la sincérité de ce que vous faites, encore moins à l'efficacité. Vous avez indiqué tout à l'heure, et en insistant, en martelant, que le président de la République, de votre point de vue, a tout faux depuis le début de cette crise-là. En faisant une espèce de machine arrière, on se rend compte quand même qu'il y a ce nombre d'actes qui ont été posés par le chef de l'État et qui sont présentés comme des mesures d'apaisement. On se souvient, vous avez indiqué tout à l'heure qu'à Borbala, Aya Polabini et certains leaders avaient été interpellés. Mais en même temps, on sait que quelque temps après, ils ont été libérés par le chef de l'État. Et cela a été présenté comme un acte d'apaisement. On a bien vu qu'au sorti du grand dialogue national, certains autres prisonniers politiques ou encore d'autres personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de cette crise anglophone ont été libérés par le président de la République. Ça a été présenté comme un signe d'apaisement, au point où, dans une interview que nous avons réalisée avec le cardinal Toumi, il a bien reconnu que il y a des choses qui commençaient à s'améliorer dans le sens de l'apaisement pour une éventuelle résolution de cette crise anglophone.
est-ce que ce ne sont pas des éléments à mettre à l'actif du chef d'État dans le sens de l'apaisement et de la recherche d'une paix durable pour ce qui concerne cette crise-là? Vous savez, quand vous avez un projet en tête, vous fixez l'objectif. Hein. Je vais faire ce projet pour arriver à quoi? Ces actes d'apaisement ont amené à votre objectif, à ce que vous avez prévu de faire. C'est comme ça qu'on juge. Oui, mais les membres du gouvernement estiment qu'il y a de l'extrémisme au niveau de ces séparatistes-là. Est-ce que les membres du gouvernement peuvent estimer autrement? Les membres du gouvernement sont dans un lien de subordination qui ne leur permet pas de s'exprimer. Et monsieur le ministre de l'AT pense que nous, les ONG, on est également dans un lien de subordination parce qu'il est membre du gouvernement. C'est non. Il n'y a aucun lien de subordination entre le ministre, M. Atangandji, et moi. Je ne suis pas obligé de lui obéir. Ce n'est pas dans la hiérarchie. Je ne suis pas dans sa hiérarchie. Et c'est ça qui fait que les gens, ils ont tendance à se tromper de... Il vous a donné 60 jours hein, pour produire des rapports. Ben, on a déjà des années. Oui, mais de toute façon, on ne produira pas plus de rapports qu'on en a produit jusque-là et qu'il a mis dans la poubelle. Nous attendrons les sanctions. Les sanctions, c'est quoi? On les attendra. Mais qu'il sache aussi que la décision qu'il va prendre, conséquemment, cette décision n'est pas définitive. Nous pouvons la soumettre à un juge. C'est-à-dire qu'il agit, nous on agit, et puis on va chez le juge pour voir qui a violé la loi, qui a dépassé ses compétences, son pouvoir. Ce n'est pas qu'il le fasse. Moi, je l'attends au tribunal. Hein. Je serais très contente qu'il vienne au tribunal. Parce que ça finira là. Il prend une décision, on l'attaque. La loi le prévoit. C'est le juge qui va nous dire. Et là, il y aura des procès, vous allez suivre. Vous allez voir comment les affirmations de monsieur le ministre Atangandji sont éloignées de ce que la loi lui donne comme pouvoir et comme direction. Mais certains estiment que vous êtes en train de défier l'autorité de l'État à travers cette attitude que vous adoptez ce soir. Le problème, c'est que je ne suis pas dans un lien de subordination avec le ministre. C'est tout. Mais au-delà du lien de subordination, Maître Alice Combes, je ne suis pas là pour ça. Il y a la question, moi, c'est la loi. Mais il y a la question de est-ce que la loi me donne le droit de faire ce que je fais? Point. Si c'est oui, je fais. C'est clair? Voilà. Je ne suis pas là pour gérer les états d'âme d'un ministre, fut-il de l'AT. Ça, c'est clair et net. Si ce que je fais rentre dans le cadre de ce que la loi m'autorise à faire, vous inquiétez pas, je le fais jusqu'au bout. Mais on parle de faire preuve de patriotisme en ces heures de crise, Maître Alice Combes. Qu'il faut être patriote quand le pays est en guerre. La crise, qui a fait la crise? C'est eux. Et qui subit vraiment le contre-coup de la crise? C'est pas eux. Hein. Et pour ils ont encore les émoluments, on n'a jamais diminué leurs frais, on n'a jamais diminué leur pouvoir d'achat, et ils ont toujours des voitures rutilantes pour aller à droite, à gauche, ils ont des gendarmes qui les gardent. Nous, on n'en est pas là. Hein. Et c'est nous qui payons. Hein. Ce patriotisme dont on parle, de quoi il s'agit concrètement? Il faut leur demander, hein, parce que leur patriotisme, là, ça n'a pas le même sens que ce que moi je sais d'un patriotisme. Le patriotisme consiste à ne pas engager une guerre avec certains de tes concitoyens qui ont les mêmes droits que toi, pour qui tu as des devoirs constitutionnels, sous serment, et que tu as failli. Tout le monde voit que tu as failli, que tu as violé ton serment, tu as violé la Constitution. Et c'est toi qui viens parler du patriotisme. Pourquoi vous ne les obligez pas à respecter le peuple? C'est au nom du peuple qu'ils sont là. Et c'est pour servir le peuple qu'ils sont là. Pas pour autre chose. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quel est le Camerounais qui ne souffre pas tous les jours? Vous vous levez le matin avec cette canicule. Vous n'êtes pas sûr d'avoir l'électricité. Votre climatiseur que vous avez payé de votre poche ne marchera pas. L'ordinateur que vous avez acheté pour vous permettre au moins de travailler ailleurs. Parce que vous travaillez sur des projets. Il ne marche pas. Parce qu'ils ont le courant, ils ont coupé, ils s'en foutent. Ils ne vous laissent même pas le temps, on ne vous laisse même pas le devoir que vous devez faire, d'aller chercher les moyens de le faire. Et ensuite d'alimenter les caisses de l'État, qu'eux ils pillent. Vous voyez ça tous les jours. Ça peut vous amener à être patriote.
Quand vous savez tout ce que vous avez fait comme sacrifice pour alimenter les caisses de l'État, pour que l'État fonctionne, pour qu'eux, ils mangent, pour qu'eux, ils soient, messieurs les ministres, avec des costards. Vous n'avez même pas de route. Vous n'avez pas d'eau. Vous ne pouvez pas travailler. Paix, travail, patrie, c'est pour eux. Et ils prennent des décisions qui vous empêchent d'aller travailler à la sueur de votre front et de nourrir les vôtres. Nous poursuivrons cette émission dans la deuxième partie de La Vérité en face avec pour invité Maître Alice Combes, présidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. D'abord, une courte pause dans cette émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face, avec pour invité ce soir Maître Alice Combes, présidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Maître Alice Combes, vous avez suivi le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandi estime que le REDAC reste silencieux lorsque des soldats sont victimes des attentats meurtriers dans le nord-ouest et le sud-ouest, donnant le sentiment que vous avez un parti pris pour les auteurs de ces attaques contre les soldats camerounais. Pourquoi vous restez silencieux? Vous savez, la différence entre M. Atangandi, qui sont chargés de l'intérêt général, et nous, c'est que les soldats qui tombent ou les sécessionnistes qui perdent leur vie là-bas, pour nous, c'est la même douleur. Ça ne devrait pas arriver. Et c'est pour ça que nous nous battons. Qu'on arrête de tuer nos gens. Nous considérons que l'armée, c'est nous. Ce sont les nôtres. Ce ne sont pas l'armée d'Atangandi. Désolé. Il n'en a rien à cirer d'ailleurs de l'armée. Ça ne l'empêche pas de dormir. Nous, ça nous empêche de dormir. De savoir que des jeunes, comme celle qui est tombée dernièrement, 22 ans, n'a même pas l'âge de mon petit-fils et ma petite-fille. Cette vie qui est partie comme ça. Ceux qui ont décidé de cette guerre dorment tranquilles. Or, c'est à cause de ces mauvaises décisions que nos petits-enfants, vous vous rendez compte? La génération, 3e génération après moi. Ça ne suffit pas pour qu'on dise arrêtons cette guerre. Ça ne suffit pas. Les jeunes, moi je suis plus proche de la tombe. Si on m'avait demandé de me donner pour sauver cet enfant, gendarmette, elle n'en est pas moins l'espoir de ce que je laisse, la progéniture, le Cameroun de demain, je préfère partir. Je le dis haut et fort. Je ne peux pas supporter ça. Ces enfants qui meurent et qu'on classe en termes de « Ah, nos soldats, nos soldats ». Moi, ce n'est pas ce langage que j'ai. C'est le Cameroun de demain. Maître Alice Combes,
Il y a eu près de 8 morts dans l'attentat survenu à Ngalim, également de nombreux blessés parmi les soldats durant les festivités liées au 8 mars à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. Et la question que l'on se pose, et que le ministre de l'administration territoriale se pose, quel est l'intérêt pour vous de continuer à dénoncer des cas de violation des droits de l'homme alors que le pays est en guerre, alors que vous reconnaissez la souffrance de ces Camerounais engagés contre leur gré dans ce conflit fratricide opposant des groupes armés séparatistes et des soldats camerounais? Quel est l'intérêt de continuer à dénoncer des cas de violation des droits de l'homme au moment où le pays est en guerre? Vous savez, il n'y a rien, aucune institution qui peut faire l'impasse sur la violation des droits humains. Aucun. J'ai lu ce matin très rapidement que l'ONU aurait reconnu que le Cameroun doit tuer ces gens. C'est faux. Jamais, aucune institution, surtout pas onusienne, ne peut donner le droit à un gouvernement de massacrer ces populations. Jamais. C'est toujours lutter contre le terrorisme, mais dans le strict respect des droits de l'homme. Et parmi les droits de l'homme, vous le savez, le premier d'entre tous ces droits, le droit à la vie. Il y a des crimes de guerre. Alors, si le Cameroun prend ça comme le fait que ce sont les sécessionnistes qu'on tue, encore que je ne suis pas sûr que ce sont des sécessionnistes. Non. Puisque ici, j'ai vu le ministre de l'époque communication venir menacer les médias pour dire ne donnez pas la parole aux sécessionnistes, comme s'il y avait une identité officielle de sécessionnistes. Donc du coup, si vous donnez la parole à quelqu'un qui peut dire ne tirez pas, ne nous battons pas, réglons ce par le dialogue, le vrai, discutons, même par le droit. Si le président avait dit, messieurs, la constitution sur laquelle j'ai prêté serment prévoit que le Cameroun est un État unitaire, décentralisé. Même si moi je n'applique pas la dernière partie de cette phrase, mais c'est un État unitaire. Donc aujourd'hui, vous me demandez de modifier la Constitution pour changer ça, je ne peux pas. Allons donc à l'Assemblée pour modifier la Constitution. Ils étaient une petite poignée de rien du tout. Ils n'auraient pas pu. All right, now you say you are not sure of those killed. When the government, for example, says those who have been killed in the Northwest are separatists, or you call them secessionists, you are not even sure. Sometimes you doubt, and to say that maybe some of the people killed are civilians, unarmed civilians. Yes. What's the problem? Killed by who? Killed by army, killed by who they call secessionists. Yes. What in this conflict, if Redact sees such killings, what would be the interest of the both parties, the belligerent parties, to kill civilians, to kill civilians? Because the war is a matter of killing. The problem is the war. As far as you choose the war to solve such a problem, you know that you will kill civilians, you will kill religious, you will kill strangers, as we did. You will kill people who are not involved in this. You will kill civilians. But who is in charge of protection of civilians? It's the head of state. How can he concile being the head of the army forces and the guarantee of civilians' life? It's up to him to solve this problem. Yes, when the government and through government ministers say at this particular time when Cameroon is faced with a war, what they expect from Cameroonians is to be more patriotic, to support government actions. You say you cannot support government actions to an extent where people are being killed. That Redact and yourself has as interest to protect the lives of people in the northwest and southwest regions of Cameroon. Are you also concerned with the lives of soldiers
and the lives of those who take up arms who are being Of killed? course. Any life matters. Civilians, army, they're all my kids. They are all my citizen fellows. But this is not the way the government see the things. They are separating Cameroonians among those who are just begging the government to have a piece of power with him, and those who are not, cannot agree in how the country is ruled. This is a question. This is the issue. I don't agree in how the country is governed today. Because before now you said I that don't agree. Yes. And I say it very loud. even when the crisis, you stated before now that every measure that has been taken by the government to solve the crisis, they are all false, wrong strategies. What is the result? On the wrong track. Yes, but what is the result? If they were so good, and today, maybe we have stopped this war, because it is a dirty war, which has no places among us. What is the result of the government solutions, by the way, today? Okay, it's Do true. you have some? If you have, and then I take it in account. It's true you have been fast-tracking events in the Northwest and Southwest region since 2016, Yes. 2017, 2018, 2019, and we're in 2020. And when you say the methods, the strategy of the government has been fixed, Very do bad. you intend, do you by Useless. that mean that the number of people being killed, the rights is increasing? That is true. Statistically? Yes. We have all the figures for that. Very officially. Mais monsieur, Well, because it is increasing, and then I say the government is in the bad way. It's not in the good way. If he really wants to solve this problem. alors, vous critiquez les méthodes du gouvernement pour ce qui est de la résolution de cette crise anglophone. Vous avez également indiqué tout à l'heure à l'entame de l'émission que l'approche du gouvernement n'était pas bonne puisqu'elle a d'abord fait un déni pour se raviser par la suite pour ordonner une enquête. Alors maintenant que cette enquête a été ordonnée, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Attendons, si c'est une enquête, comment dirais-je, impartiale, indépendante, comme ne sait pas le faire le Cameroun. Quand tu mets enquête indépendante et impartiale, même quand tu trouves un Cameroun qui n'a pas l'habitude de... Vous soupçonnez le gouvernement de ne pas Mais bien mettre sûr, en place mais une pas que je le commission soupçonne, d'enquête? je vois faire. Vous savez, je suis là où les choses se font. Cette enquête impartiale, ce serait quoi? Comment? Mais parce que ce mot n'est pas dans notre ADN au Cameroun. Impartial? Jamais. Nous voulons tout contrôler. Nous voulons être le alpha et oméga. C'est ça le pouvoir, comment ça se conçoit ici. Il est hors de question que ça nous échappe. Nous voulons tout contrôler. Donc, nous allons tout faire pour avoir raison. OK? C'est comme ça que ça se passe tout le temps. C'est tout comme ça. Et donc, au terme- Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à avoir une justice impartiale. Vous connaissez bien le problème qu'on a aujourd'hui avec l'administration judiciaire. On n'arrive pas. Parce que le mot impartial, quand tu le mets quelque part ici au Cameroun, inconnu, c'est rejeté. On ne sait pas ce que c'est, être impartial. Donc, il faut attendre le résultat de l'enquête. On veillera à ce qu'il soit le moins trafiqué possible. Pour limiter les dégâts, le trafic. Vous avez bien vu, quand un ministre arrive à fabriquer un faux transparency interne, mais vous savez bien qu'il n'y a plus de limite à la fraude, à la tricherie. Voilà, pour arriver à la fin qui est la leur, qui est une fin inavouable et qui n'est pas une fin qui va dans le sens de l'intérêt général, mais dans le sens égoïste de la conservation de tous les pouvoirs, tout le temps, par une seule personne. Maître Alice, comme au-delà du... Tout le problème est là. Au-delà du REDAC, il y a eu certains médias, radio, télévision, organes de presse écrite qui ont été cités par le ministre de l'Administration territoriale comme des organes qui auraient, selon lui, perçu de l'argent pour déstabiliser le Cameroun. Il les a mis en garde durant son point de presse
En ces temps de crise, entre liberté et responsabilité, quelle attitude devraient avoir les médias dans ce contexte de crise? Comment avez-vous apprécié la démarche de ce membre du gouvernement concernant les organes de presse cités dans son point de presse? Les organes de presse, vous êtes jusque-là extrêmement patriotiques et professionnels. Il y a des règles éthiques, déontologiques, techniques, et dans le traitement que vous faites de l'information. Je suis ici à Equinox, chapeau. Tout le monde apprécie. Vous jouez votre rôle. Vous êtes un contre-pouvoir. Vous n'êtes pas un quatrième pouvoir. Parce que si vous êtes quatrième pouvoir, il va aussi vous avaler, comme il a avalé tous les autres pouvoirs. Vous êtes un contre-pouvoir et vous devez le rester. Vous nous devez une information traitée selon les normes. Vous devez ça au peuple camerounais. Et c'est ce que vous faites. Et on vous aime. Surtout ne changez pas. Continuez à nous respecter en nous disant la vérité comme vous le dites, en nous montrant le pays profond. Vous m'avez appris à connaître mon pays. Tous les jours, je regarde Equinox. Dès que je me lève le matin, clac, je suis sur Equinox. Parce que la vérité vient de là. Mais dans les rangs on a soif de cette vérité. Dans les rangs du parti au pouvoir, on estime que ce sont des images négatives ils ont qui des choses à ternissent cacher. l'image du Cameroun. Et ils ont des choses à cacher. Mais moi, j'ai vu un ministre de la République ici, avant M. Atangandji, venir féliciter Equinox d'avoir révélé un fait. Je ne sais pas si... Basic Education. Yes. Je l'ai vu. Voilà un qui a dit la vérité et qui dit ce que nous aussi nous disons. Donc vous voyez, on met déjà M. le ministre Atangandji à minorité. Parce que même dans les membres du gouvernement, ils apprécient votre façon de travailler. Il faut préciser que c'était le ministre Laurent-Serge Eto-Dingwa en charge de Voilà, l'éducation vous de vous base, souvenez, je l'ai vu. qui est venu à Douala, à Bonabéry, qui a révélé aux parents d'élèves que c'est grâce au reportage diffusé sur Equinox Télévision qu'il a été informé de l'existence d'une école primaire publique délabrée et qu'il prenait la pleine mesure de la souffrance de ses enfants grâce à ce reportage diffusé sur Equinox et qu'il entendait mettre les moyens qu'il faut afin d'améliorer leurs conditions d'apprentissage. Exactement ça, je l'ai entendu de mes oreilles et vu de mes yeux ici en regardant les émissions de Equinox. Et c'est ce qu'on attend de M. le ministre Atangandji, un maximum de vérité. M. Atangandji ne doit pas considérer les Camerounais comme des petits zombies, des petits enfants à qui il va dire, un enfant va te dire j'ai mal à la dent, tu dis non, dis que tu n'as rien mal nulle part. C'est ce qu'il fait en ce moment. Ce sera non. Ce sera non. Ça ne passera pas. M. Atangandji, vous êtes en train de déraper vers la terreur, vous êtes en train de terroriser le peuple camerounais. Vous êtes en train d'aller vers un autoritarisme insupportable, en plus de tous les problèmes qu'on a. Vous n'êtes pas là pour... Vous ne résolvez pas nos problèmes d'électricité. Hein. Le basique. Vous ne faites rien de votre devoir. Alors, tant que vous ne faites pas votre devoir, vous n'avez rien à exiger du peuple. Alors, les Camerounais peuvent-ils fonder leur espoir sur cette nouvelle Assemblée nationale? Vous avez suivi les élections législatives. Le RDPC, le parti au pouvoir, a une majorité importante au Parlement. L'opposition s'en sort avec une dizaine de sièges à l'Assemblée. Au regard de la configuration de cette nouvelle Assemblée nationale, pensez-vous qu'elle a les coups des franches pour aller vers un contrôle du pouvoir exécutif et une élaboration des lois visant à réguler la vie socio-économique et politique au Cameroun? Vous savez, je l'ai dit et je le répète, et j'aimerais bien que vos téléspectateurs se penchent sur ce que je dis. Quand il y a une élection ici au Cameroun, de ce que je sais, pour avoir été candidat d'abord, et puis pour moi je discute avec tout ce monde-là, et puis je prends la peine d'examiner, de regarder et d'analyser. Quand il y a une élection comme celle-là, le président de la République donne des instructions. Une seule instruction. Débrouillez-vous. Je veux la majorité absolue. C'est-à-dire un nombre de députés qui lui permet à tout moment d'avoir la maîtrise de l'Assemblée et des décisions. C'est de son bon droit. Il est président national du RDPC. Il peut donner une feuille de route à ses collaborateurs politiques sur les stratégies à mettre en œuvre
pour remporter les suffrages des Camerounais au soir de l'élection. Tout le monde sait qu'il n'y a pas une élection ici depuis, en tout cas 92, où il n'y ait pas de fraude massive. Sinon, comment vous expliquez que M. le ministre Atangandji ait fait venir des faux observateurs à ce niveau-là? Vous n'avez pas besoin. Mais a posteriori, il lui fallait respecter la feuille de route du président. Je veux être élu et je veux que la communauté internationale n'ait aucun doute sur l'amour que mes compatriotes me portent. Puisque je dois dire ça dans les discours, que je ne suis pas là par force, je suis là parce que mon peuple même m'a donné 80%. C'est exactement ça. Donc avant toute élection, il lui faut garantir la majorité absolue pour lui et son camp. C'est-à-dire, il faut qu'il ait un nombre de députés RDPC par tous les moyens qui lui permet une majorité absolue, qui lui permet de changer la Constitution. Évidemment, en faisant voter la majorité en question. Parce que c'est la seule obligation. C'est tout. Alors, quand tu leur donnes ce genre d'instruction, je veux 180, sur les 180 députés, les 3/4, c'est combien? 120. Voilà, je veux 120. 120, c'est les 2/3. Les 2/3, voilà. Je les veux. Débrouillez-vous. Et on le fait. Une fois qu'ils ont les 120, vous allez voir, comme par exemple là, le SDF va avoir tout ce qui déborde là, vous partagez avec les partis d'opposition. C'est le mot d'ordre qu'on leur donne avant. Et il faut se débrouiller pour qu'il soit. Ainsi soit-il. Comprenez? Parce qu'il est hors de question que le président de la République, chef de l'exécutif, perde le pouvoir législatif, qui devrait normalement le contrôler, il est hors de question, et perde le pouvoir judiciaire, les 3 pouvoirs. Donc il nomme comme il veut, il fait des tribunaux d'exception pour avoir les 3 pouvoirs entre ses mains. En quoi est-ce que cette stratégie pose problème? Il est de bonne guerre pour un chef de l'exécutif de vouloir disposer d'un certain nombre de leviers pour mettre sur pied des lois visant à améliorer les conditions de vie. Oui, mais sur la base d'élections normales, où le peuple, on n'a pas tronqué, on n'a pas violé la volonté populaire par des tas d'artifices. Si c'est la volonté librement exprimée du peuple camerounais au travers d'élections organisées selon les normes qui sont les nôtres, parce qu'il y a tous ces textes-là au niveau de dans la charte africaine et les textes subséquents des droits de l'homme et autres qu'on a acceptés. Or, les élections ne sont jamais organisées selon ces règles-là. Donc, ça ne peut pas dégager la réalité de l'expression du peuple. Mais ces députés, au-delà de leur chapelle politique, sont des députés de la nation. Ils sont appelés à contrôler l'action gouvernementale. Il y a des commissions qui ont été mises en place pour examiner les projets de loi et ils ont la latitude, selon la loi camerounaise, de proposer des lois qui doivent être examinées en session parlementaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle ère, avec ce renouvellement en partie des députés RDPC, certains de l'opposition, il peut y avoir une lueur d'espoir? Non, pas du tout. Rien ne va changer. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ils vont se retrouver comme Mme Damdioya, la députée elle était là, elle ne pouvait rien dire, ou le SDF qui n'a même pas pu inscrire le problème du Nozo à l'ordre du jour. Parce que l'ordre du jour est maîtrisé, justement, par le parti au pouvoir. Vous n'y mettez pas ce que vous voulez. Et vous savez aussi qu'il n'y a pas de proposition de loi. Toutes les lois qui sont examinées viennent des ministères. Bon. Il y a tout un tas d'artifices invisibles qui font que c'est la voix du RDPC, du président, du chef de l'exécutif, parce que le RDPC est aussi un instrument parmi les autres pour la conservation du pouvoir absolu par le président de la République, chef de... Mais sauf que le gouvernement s'est félicité qu'au terme des dernières élections législatives et municipales, qu'il y ait de nouvelles formations politiques qui apparues sur la scène politique. Certains ont d'ailleurs obtenu des postes de conseillers municipaux dans des mairies. Certains ont obtenu des postes de députés à l'Assemblée nationale, ce qui donne, selon le gouvernement, une autre coloration à cette Assemblée nationale et un nouveau souffle venu des partis politiques qui, il y a 2 ans ou 5 ans, n'existaient pas. Oui, mais ça ne change pas la majorité absolue.
C'est ça le problème. Le reste là, vous pouvez mettre d'autres partis, on pouvait même me mettre député, mais c'est pour que je puisse rien faire. C'est pour que je colore. Parce que l'essentiel est sauvé. L'essentiel, c'est la majorité absolue de... Vous voyez bien dans la salle de l'Assemblée nationale, vous voyez bien que la photo du président, chef de l'exécutif est là, qu'il n'y a pas de séparation. Il y a peut-être un air de rafraîchissement de cette non, mais assemblée. c'est un rafraîchissement pour les yeux. Pour les yeux de quelqu'un qui ne va pas au fond de l'analyse. Mais ils n'ont aucun pouvoir de modifier quoi que ce soit. But if you think the government has as objective to gain the majority in order to continue to control bills at the National Assembly, in order to continue to control the executive arm of, that is the legislative arm of government in Cameroon, why is it that we have elections cancelled in some of the parts by that same government? Cancelled, for example, in some constituencies in the northwest and southwest regions, like the case we've just had, that they will say there will be a rerun in these parts of the northwest region. It's been done by the Constitutional Council, which is a part of the current government. Mm-hmm. If they wanted everything by themselves, would they actually accord for that cancellation? Because they are very embarrassed by this too much big majority they have. They are very embarrassed for that. Today, SDF is no longer a group, parliamentary group. This is very embarrassing. It is worse than the previous elections en termes de... Why should they be embarrassed? It's a democratic process. You win 100. No, because they know that it is not. It is good to have some colors like SDF, you know, having a... They know that they will match them anyway because they have enough in terms of majority to do what they want to do, to always have the control of the power in legislature, okay? So they have no one problem in distributing some, you know, some supplémentaires, donc some seats. Le surplus. Yes. Le surplus des voix. Excess. Dès lors que, excess, yes. They have no problem about that. This is what they want to reshuffle, to do it so that SDF may remain. Because yes, but it doesn't change the principle of being a majority, being able to change the constitution at any time. And this is maybe the last mandate of the head of state. He wants to make sure that he can change the constitution to prepare the after Biya. Barrister, his people. Barrister, we've seen at the National Assembly. He's ready for that. Barrister, we've seen at the National Assembly through the media how MPs of the opposition, notably the SDF, for example, they've staged a walkout at the National Assembly. Sometimes they held in the National Assembly at a standstill, saying that this thing must be discussed. Even if they did not succeed in getting an issue like the Anglophone, for example, on the table, they painted an image of the National Assembly in Cameroon the time they were shouting, singing at the National Assembly. If the government wants everything for itself, especially at the National Assembly, why would they even allow a certain number of MPs of the opposition that they know that can come up, rise up one day against them, like the case we saw last year? Yes, because this doesn't change their majority and their powerful position it doesn't change. But it's embarrassing. Because when it is embarrassing, not really, because because it doesn't change. The decision makers is still the President Biya. The decision maker is still Mr. Biya at any time. He can do what it is essential. This is the essential. And the others, you can see what you can do with them. It doesn't change what they have to do and how they want to do it. They are very free of doing that. So, you see, just as les municipalités et tout ça, on a introduit encore des trucs de division comme l'autochtonie, ils s'en foutent. L'autochtone qui va être la C, d'abord, il sera toujours du parti. C'est-à-dire le même pouvoir que le président a. Ça ne changera pas. Alors, qu'il soit nommé délégué de gouvernement ou pas, il va montrer à la face du monde qu'il a démocratisé les mairies. En même temps, il a introduit des éléments de division et de sécession
avec cette histoire d'autochtonie. Mais en réalité, cette histoire d'autochtonie cache le fait que ce n'est plus un décret. Vous avez été élu. Mais l'autochtone qui est là, c'est. Vous avez vu les élections du super-maire ici. Vous avez vu le poids dans le choix du super-maire. The party was the candidate chosen by the party. Il sait qu'il ne doit pas ça aux populations. Donc le moment venu, quand il sera maire, il continue à recevoir ses ordres de Yaoundé pour l'argent et pour faire les actes qu'il faut faire. Maître Alice Kom, j'aimerais... Parce que ça part de la même personne, mais cette fois-ci à l'intérieur du parti. Maître Alice Kom, j'aimerais Vous qu'on understand? évoque... Et la personne, l'autochtone qui est là, sait qu'il ne doit pas ça au vote. Puisqu'on a imposé les maires, vous avez vu ça. On a imposé. Yaoundé a imposé les gens. Et là, une fois que tu es là, tu vas agir selon la discipline du parti. Point. Ton patron, c'est le président de ton parti. Et c'est le président de la République. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, et en même temps, il nous a inoculé le venin, le virus de la division, avec cette histoire d'autochtonie et du tribalisme. Qu'on a dit qu'on a voté une loi contre le tribalisme, mais ça rentre par la porte politique. Mais s'agissant justement de cet aspect politique, peut-être avant que Cédric ne pose la question, à un moment donné, on vous a attribué des accointances politiques, on a parlé du SDF, du RDPC. Je pose une question à l'actrice politique. Lorsque vous regardez la scène politique comme aujourd'hui, telle que vous la décrivez, elle semble verrouillée. Verrouillée avec le RDPC qui contrôle le système et avec des partis politiques qui sont pratiquement essoufflés. De votre point de vue, quels peuvent être les leviers aujourd'hui pour faire changer les paradigmes? C'est le peuple. Il faut C'est-à-dire impliquer le peuple. C'est-à-dire la mobilisation, la conscientisation d'un peuple à qui on demande de voter, à qui on demande de manger, de boire, des machins, etc. Ce peuple est déjà mobilisé au cours des élections. Pardon? Ce peuple est déjà mobilisé au cours des élections. Pas de cette façon-là, il faut lui expliquer. Il faut lui expliquer que ce pouvoir, ça se gère d'une certaine manière en démocratie, qu'il y a des règles, et lui expliquer le lien qui le lie avec le président de la République, qui lui a effectivement tous les pouvoirs, on voit. Lui qui est le pouvoir souverain, on ne voit pas quel est son pouvoir. Parce que personne ne lui a appris. Il y a un travail d'éducation à faire. Absolument. Et en tous les jours. Tous les jours. Autrement dit, ce peuple n'est pas encore conscient du pouvoir. Non, du pouvoir, ni comment on le gère. Un pouvoir, ça se gère d'une certaine manière. Il y a des règles. Oui. Quand vous dites pouvoir au peuple, et ils voient qu'ils n'ont aucun pouvoir. Parce que le gouvernement, le président de la République, fonctionne selon le modèle de l'ordinateur. Un seul ordinateur, oui, que tu achètes, oui, mais tu es quoi dans cet ordinateur? Tu l'utilises. Mais lui, il maîtrise tous les segments de l'ordinateur. Il y a des segments visibles et il y a des segments invisibles sans lesquels l'ordinateur que tu as acheté ne fonctionne pas. C'est-à-dire quoi? Un ordinateur, le modèle, l'ordinateur, tu as la partie visible, le hardware, tu as les applications, Software. tu as l'écran, tu peux écrire, mais surtout, il y a Internet. Mais surtout, il y a l'électricité. Ils maîtrisent tout ça. Et vous ne le voyez pas. Et vous avez un ordinateur. Et vous faites partie de l'ordinateur. Mais lui, il maîtrise ce qui maîtrise l'ordinateur. Et sans lui, il a les boutons que vous ne voyez pas. Il appuie dessus, ton ordinateur ne vaut rien. Et pourtant, ils ont pris 75 milliards pour que tu aies un ordinateur. C'est ça. C'est ça que les gens ne voient pas. Et c'est ça qu'il faut expliquer. Il a tous les pouvoirs de l'ordinateur. Il maîtrise les licences qu'on donne aux providers, comment on appelle là? Les gens qui donnent l'ordinateur, là, voilà. Voilà, il les a, il les maîtrise. Il peut aller là-dedans, dire couper l'électricité à tel. Il a même coupé l'Internet à un moment donné.
au début de la crise. Vous vous rappelez plus, hein? Oui, non, En non, 2017, dans Il le a nord-ouest, coupé. pendant Oui. plusieurs mois, nord-ouest-sud-ouest. Et oui, il a ce pouvoir-là. C'est-à-dire vous empêcher de communiquer, vous empêcher de travailler. Alors, une Et fois vous que ce empêcher. peuple, une Mais fois lui, que ce il a ça. peuple Et oui. a pris conscience de ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il lui reste- L'étape qui suit, c'est quoi? Il lui reste à exiger que le mandataire qu'il a mis là reste à sa place de mandataire qui travaille pour lui et qui lui rend compte et qu'il a la possibilité à la prochaine élection de le sanctionner. Il a le pouvoir de le sanctionner. C'est ce qu'on ne dit pas. On vous dit voter, on ne vous dit pas sanctionner. Ça veut dire que tu as donné du travail à quelqu'un. Il doit le faire selon les règles et à ta satisfaction. Et c'est comme ça que, ne le sachant pas, il va voir le secrétaire qu'on a donné au président pour travailler, c'est-à-dire le gouvernement, l'administration, c'est-à-dire la Tangandji, vont venir engueuler le patron de leur patron. Lui faire peur, le terroriser, lui parler n'importe comment. Non. Tu es dans mon chantier. C'est moi qui suis propriétaire du chantier. Le président de la République est chef du chantier. Il doit regarder si les maçons qu'il a pris ont bien monté le mur. Il doit s'assurer que les parpaings qu'ils ont mis sont de bonne qualité. Et me rendre compte tous les soirs. Pour que le building qui est sur mon terrain, pour lequel je paye, va être un beau building qui ne va pas s'écrouler au bout de 3 jours. Et que si ça s'écroule, je l'appelle en responsabilité. Il paye, il dédommage. Je l'enlève. Mais sous notre nez, on a renversé ça. Sous notre nez, on ne voit pas. Les intellectuels, vous là, oh. Vous n'éclairez pas les gens. Vous comptez sur quoi? Vous voyez bien que même le président, quand il doit se présenter à ses homologues, il leur dit, j'ai mon peuple derrière moi. Vous voyez bien qu'à la limite, voilà, M. Atangandji veut qu'on soit derrière son président, qui nous a ignorés, qui nous a brimés, qui nous a méprisés, qui nous a menti. Mais il sait que sans nous, derrière le président de la République, les forces qu'il commande, il n'est pas grand-chose. Au lieu de nous le dire de cette manière-là, il vient nous engueuler, nous gronder, nous insulter, inventer des choses. Non. Monsieur le ministre, vous n'allez pas renverser le rapport de force qui est entre vous et nous. Maître Aliscom, vous avez évoqué tout à l'heure que cette Assemblée nationale acquise en grande majorité au RDPC est une occasion d'aller vers une éventuelle modification de la Constitution pour préparer l'après-bain. Oui. Quels sont les éléments dont vous disposez pour aller vers une telle conclusion, alors que le chef de l'État est encore en train d'exécuter son mandat des grandes opportunités? Quel serait l'intérêt d'une telle modification aujourd'hui? Mais d'abord, lui-même vous a dit que ce mandat est l'un des plus importants de sa carrière. Il vous a dit ça, non? Vous n'avez pas suivi? Ce mandat-ci. D'abord, il y a l'âge, ce qui fait que il a l'âge de partir, comme moi d'ailleurs, hein, je ne dis pas ça. Oui. Il a cet âge de partir. Et il se dit, en 7 ans, il doit pouvoir faire un certain nombre de choses pour l'après. Je pense. Ça serait logique, ça serait normal. Et vous voyez bien que les gens qui sont dans son entourage se préparent à ça. Il y a des guerres de position que moi je vois là, que vous deviez voir aussi. Donc, aujourd'hui, il peut voter les lois qu'il veut. Il n'a besoin de personne. Donne une instruction et l'Assemblée générale vote la loi. Dans le sens qu'il veut. Parlant de modification de la Constitution, il y a le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara qui a renoncé à briguer un 3e mandat respectant la Constitution de son pays. Et il y a quelques jours, il y a eu une réunion au sein de son parti au cours de laquelle Mamadou Gon Coulibaly a été investi comme candidat du RHDP pour la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire devant ses militants. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a déclaré qu'il a 79 ans et qu'il n'est pas envisageable à 80 ans d'être encore à la tête d'un
d'une nation et que lui, c'est un mandat de trop. Pour lui, un homme politique, il est inconcevable pour un homme politique de rester au pouvoir au-delà de 80 ans, car il n'a plus la même énergie qu'à 60 ans ou 50 ans. Comment interprétez-vous ces propos d'Alassane Dramane Ouattara alors qu'il s'adresse à ses militants du RHDP le jour où il est investi Mamadou Gon Coulibaly comme candidat de son parti pour la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire? J'ai salué cette décision du président Alassane Ouattara parce que, qu'on le veuille ou non, c'est d'abord un apaisement. C'est un acte d'apaisement. Quel que soit ce qui va se passer après, on voit qu'il y a une autre tangente qui est en train d'être prise en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai salué ça et j'attends ça aussi du président guinéen, Alpha Condé. Vous imaginez ce que serait aujourd'hui si le président de la République avait dit la même chose? Que voilà, parce que j'ai 80 ans passés, parce que... Vous imaginez si le président Biya avait dit ça, rien que ça, même si à côté de ça, il préparait la Constitution. Ça nous repère. On va dire, ouf, parce que celui qui va venir là, c'est une autre personne. Il n'a pas le passé du président, le respect qu'on lui doit parce qu'il était là depuis, etc. Machin. Et on aurait dit, bon, il y a un espoir avec le nouveau. Quelle que soit la façon dont cela aurait été préparé, parce que c'est sûr que ses opposants vont dire, oui, mais c'est parce qu'il est en train de... Ok, mais en attendant, ce ne sont pas des paroles faciles à prononcer aujourd'hui en Afrique, les chefs d'État africains. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui explique cette attitude-là? Parce que ce sont des présidents issus des partis uniques et des présidences à vie. Ils ont vécu dedans. Ils sont issus de ça. Et ils se disent, pourquoi pas moi? Lui, il a mis 25 ans ou 30 ans, pourquoi moi je ne vais pas écourter? Et puis il y a tous ces courtisans autour qui lui disent, allez, vas-y. Comprenez? C'est ce qui nous est arrivé. Aïdjo est parti. Quand il est parti, les gens ont dit, ouf, c'est très bien, machin, ça a donné. Même si par la suite on est déçu, mais ça a quand même constitué un tournant. Est-ce qu'on peut espérer ça du président Biya? Je ne sais pas. Pour le moment, il est à la tête du Cameroun, élu pour un mandat de 7 ans. Nous sommes à l'an 2 du mandat des grandes opportunités. Au-delà des questions liées à la crise anglophone et une crise sociopolitique née des élections contestées d'octobre 2018. C'est beaucoup, hein. Quel est votre regard sur la situation sociale, situation économique du Cameroun en cette deuxième année du mandat présidentiel du chef de l'État, Paul Biya? Je suis très inquiète pour mon pays, pour l'avenir du pays. Très inquiète. Je ne vois aucun signe prometteur d'un lendemain qui rit. Aucun. J'attends ça tous les matins. Je regarde, je scrute. Je ne vois pas. Mais je vis la souffrance des Camerounais au quotidien. J'attends avec eux un espoir. Quelqu'un qui va penser à nous. Ceux qu'on a mis là pour penser à nous pensent à gérer leurs petits problèmes, à aller s'attaquer à des organisations internationales, alors que leur devoir élémentaire n'est pas fait. Mais en 2019, le chef de l'État indique qu'il y a eu la création de 500 000 emplois et qu'il compte faire encore plus cette année 2020. Il y a les chantiers relatifs au Chan, la Cannes et la construction également des hôtels qui vont permettre d'abriter ces compétitions-là. Ce sont des viviers d'emploi, selon le gouvernement, pour permettre aux jeunes Camerounais d'avoir un emploi décent et d'avoir des revenus conséquents pour prendre soin de leur famille. Que pensez-vous de ce tableau que présente le gouvernement? Vous savez très bien les milliards qui ont déjà été engloutis pour la Cannes. Vous connaissez la catastrophe financière que ça a apporté dans les poches de ceux qui y ont cru pour la Cannes. Vous le savez, encore un mensonge, encore une sécession.
encore des espoirs déçus par le président de la République lui-même, sur la base des indications de ses ministres du sport, les autres ministres. Vous savez très bien. Des choses qui ne peuvent pas concourir au retour de la nécessaire confiance qu'on doit avoir à son chef de l'État, à son président de la République. Vous savez, toutes ces blessures, ça s'inscrit dans nous, c'est dans notre disque dur, ça ne part pas. Ça ne part pas. C'est pour ça que nous sommes appelés à avoir encore plus de problèmes. Parce que la fracture sociale ne fait que s'accentuer. Nous allons vers l'amputation de la jambe. Tellement la fracture est énorme, difficile aujourd'hui à soigner. Et on ne voit pas les médecins s'activer pour sauver la jambe. Well, Barrister, you're painting a very disturbing image there of Cameroon and a situation. And now, when you're living in a context where you say the financial situation is devastating, yes, looking at the economy, there's no bright future, and looking at the political scene, you say the government, those who have the powers, are in control of the legislative, they control the judiciary, they are in charge of the executive arm. And Cameroonians now see things really difficult, and some, or in a majority, want a change. What should they do at that point? At a point where everything is being controlled, Cameroonians, people that are hungry for a change, at a time when the financial situation is devastating, looking at the economy, nothing is bright, they look at the possible ways of seeing change, like through the legislative, they say it's being controlled, through the judiciary, it's being controlled. What should the people do? The people? Mais The le population. peuple n'a aucune manette du pouvoir changer. Il faut avoir le pouvoir du pouvoir changer. You understand what I'm trying to say? Yes. Yes. Nous n'avons rien. Nous nous tournons vers la personne à qui on a donné mandat pour faire ça. Le président de la République. Il ne nous entend pas. Il ne nous écoute pas. Il ne nous voit pas souffrir. Il refuse de nous écouter. Nos pleurs, il s'en fout. Quand il y a cette fracture-là entre la personne à qui vous avez tout donné, tous les pouvoirs, tout l'argent, toute la richesse du Cameroun, pour décider en votre place, et qui ne vous entend même pas pleurer, qui ne voit pas le sang qui coule chez vous, qui ne vous donne pas l'eau, l'électricité, rien, des choses basiques. Vous voulez qu'on lui demande plus, alors qu'il ne peut pas le moins. Vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On a parlé. Nos rapports, on lui apprend à ne même pas les lire. On lui dit c'est mensonger. On y exprime beaucoup de choses qui devraient lui servir pour voir, pour réaliser certaines choses et pouvoir avoir envie d'y apporter une solution. Vous voyez bien qu'il y a une coupure, il y a un mur immense entre lui et le peuple. Qu'est-ce qu'on fait? Maître Alice Combes, le président de la République devrait-il s'entourer d'un sang neuf au sein de son gouvernement pour avoir des hommes capables de réduire cette fracture sociale, de redonner confiance au peuple camerounais à travers des actes ministériels et des actions sur le terrain? Vous savez, le président désigne souverainement qui travaille avec lui et qui ne travaille pas. Il a des critères qui lui sont propres. Je vois qu'ils ne sont pas des critères objectifs habituels. C'est tout ce que je peux voir. Parce que si c'était des critères objectifs, il y a des gens qui ne seraient pas ministres. Mais je vois qu'il a ses propres critères, que malheureusement je ne connais pas, mais qui ne sont pas des critères objectifs sur lesquels on peut s'appuyer pour dire oui, celui-ci, voilà. Donc, il choisit ses collaborateurs selon ces critères que je ne connais pas. Mais maître, dans le sens de la question des Cédric, tout à l'heure vous avez, puisque vous parlez des solutions peut-être pour faire bouger les lignes, vous avez indiqué tout à l'heure quelle peut être la place du peuple par rapport à ces mouvements-là. Vous venez de répondre sur le gouvernement. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de réfléchir sur une action
ou sur des mécanismes qui pourraient être portés par des femmes. On sort quand même là de la célébration de la Journée internationale de la femme. On a souvent vu dans d'autres pays un certain nombre de mouvements portés par les femmes qui font tache d'huile. Est-ce que vous arrivez d'imaginer, de réfléchir dans ce sens-là, en tant que femme? Vous savez, quand je voudrais faire passer un message quelque part, j'essaye d'étudier d'abord la psychologie de la personne à qui je destine le message. Puisqu'après tout, c'est à lui d'y répondre. Yeah. J'ai du mal à comprendre la psychologie du président de la République. Parce que c'est à lui qu'on adresse les messages. Quand vous voyez qu'il se fait sourd, aveugle, quand c'est ses compatriotes qui lui parlent, il y a de quoi se décourager, désespérer même. Et quand on est désespéré, on pose des actes qui peuvent être effectivement les actes de désespoir. Le président de la République ne nous accorde aucune attention. Aucune. Il ne connaît son peuple que pour lui demander de serrer la ceinture, de supporter, d'aller au front, de le soutenir. En échange, vous n'avez le droit de rien lui demander et le droit de rien attendre de lui. D'abord parce qu'il ne vous écoute pas et il ne vous entendra pas. Et donc, il ne réagira pas. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui que les autres ne lui ont pas dit? Même des gens qui sont ses amis. Les pays amis, qui remercient par ailleurs. Les membres des institutions internationales, ils ont fait le déplacement. Ils lui ont parlé. Mais il y a des choses qu'il ne veut pas entendre. Il n'écoute que ce qu'il veut entendre de certaines personnes. Il est très sélectif pour ça. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'éducation. D'éducation, il faut que les populations sachent qu'effectivement, ils ont un pouvoir et qu'elles puissent faire usage de ce pouvoir au moment venu. Est-ce que parmi les leviers de formation, d'éducation, est-ce que vous pensez à une action des femmes, peut-être au sein des organisations civiles, au sein des formations politiques? Est-ce que ces femmes-là peuvent faire bouger les lignes? Les femmes, mais pas seules. Il n'y a rien ici qui relève d'une seule catégorie de Camerounais. Okay. Rien. Nous avons par exemple organisé ce 8 mars en noir. Bon, les femmes ont voulu profiter de cette occasion pour passer un message à un maximum de femmes d'ici et d'ailleurs, dans ce qu'on pouvait avoir de commun, c'est-à-dire notre humanité qui nous est commune, et notamment à l'intérieur du Cameroun. Bon, le lendemain, il y a eu cette histoire-là où les autorités nous sont tombées dessus. Le lendemain du 8 mars, le 9, boum, on a commencé à tirer sur les ONG, et notamment une ONG qui est dirigée par deux femmes, Maximilienne Gombert, directrice exécutive, et Alice Ngom, PCA. Vous croyez que c'est le fruit du hasard? C'est une sanction contre nous, et puis une manipulation pour que les gens ne croient pas à ce qu'on fait. Et ils ont tous les moyens pour ça. Le ministre arrive, il y a toute la panoplie, boum, 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 on vous fait passer pour des gens qui ont touché des milliards, on essaie de vous décrédibiliser par tous les moyens pour annuler ces actions que nous faisons à nos risques et périls. Et avec très peu de moyens, heureusement que vous nous donnez la parole, les médias qu'on a indexés justement, vous n'êtes même pas épargnés, parce que vous nous permettez de passer quelques messages. Sinon, comment? Quand vous avez affaire à une femme qui est une mère de famille, qui n'a pas encore trouvé la solution pour faire manger ses enfants, parce que le marché est devenu inaccessible. Son mari ne travaille pas, ou alors il travaille dans une société comme Camerco, où il a 4 mois d'arriéré de salaire, ou d'autres. Vous savez, il y a des problèmes de survie qui font que votre message est affecté par ça. Lorsqu'on vous écoute, le sentiment qu'on a, c'est qu'on ne va pas sortir d'une Kouta. Vous ne sortirez pas d'une Kouta si tout le monde ne fait pas ce qu'il faut faire, là où il se trouve à l'ordinateur, pour que l'ordinateur marche. Maître Alice Ngom, cette tribune qui vous est offerte sur Equinox Télévision, ce soir, imaginez que le président de la République soit l'un des téléspectateurs de ce programme phare sur Equinox Télévision. Quel message souhaitez-vous lui adresser ce soir?
alors que nous sommes à la fin de cette émission? Je lui dirais, Monsieur le Président de la République du Cameroun, vous savez que c'est par amour qu'on vous a mis au perchoir depuis 1982. Rendez-nous cet amour. Aimez-nous. Parce que nous croyons à la force de l'amour. Une maman, parce qu'elle aime ses enfants, l'amour est sublimé, l'amour maternel. Elle va fabriquer le président de la République que vous êtes. Elle va fabriquer l'avocat que je suis. Elle va fabriquer le journaliste que vous êtes, alors qu'elle est analphabète. Mais c'est cet amour qui la pousse à vouloir qu'il ne vous arrive que de bonnes choses, plus que ce qu'elle a reçu. Monsieur le Président, vous êtes le père de la nation, vous aimez qu'on vous nomme ainsi, et le ministre de l'AT ne se prive pas de dire, Monsieur le Président, le chef de l'État, père de la nation. Un père de la nation, c'est d'abord l'amour de la nation et de ses compatriotes. Posez-nous des actes d'amour qui vont survoler la haine, la guerre, la division, la sécession, le tribalisme qui nous gangrènent aujourd'hui, qui nous font tellement souffrir. Ne faites pas que le coronavirus qui vient trouve un peuple déjà exsangue. Montrez-nous que vous nous aimez, parce que vous allez faire des miracles pour nous. Vous allez faire des choses extraordinaires pour nous sortir de là. Donnez-nous, faites tout. Donnez-nous de l'eau, donnez-nous l'électricité, donnez-nous la paix et l'amour entre nous. C'est partant du vôtre que cela sera fait pour tout le pays. C'est votre mission. Je continue à compter sur vous pour ça. Merci, Maître Alice Com. Je rappelle que vous êtes la présidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDAC. Merci d'être venu à cette émission. Merci beaucoup et à très bientôt. Sachez que dans ce combat qu'on nous a livré, comme les vendeurs de la République et de la patrie, nous sommes réellement ensemble. Vous pouvez compter sur nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Formy Armstrong du Val-Frangois, d'avoir participé à cet entretien. Merci également à toutes les équipes techniques conduites par Emmanuel Wapi et Mitterrand Dame. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur Equinox Télévision.